Bonjour, je m'appelle Sophie Sédou et je suis la présidente de la Fondation Jérôme Sédou-Pathé et la vice-présidente de Pathé, et je suis en charge beaucoup des restaurations et du catalogue. C'est sans doute l'exercice le plus compliqué pour plusieurs raisons. C'est que nous avons, au cours des dernières années, restauré de très nombreux films, puisqu'on en a restauré plus de 80, que naturellement, nous sommes tous les uns et les autres, et je parle de Laure de Boissard, qui est la directrice du catalogue, d'Ardavant Safaé, je parle également de Tessa Ponto, qui s'occupe des restaurations. On a tous nos chouchous. Et donc, arriver à faire cette sélection, ça n'a pas été si simple que ça. À cela s'est ajouté Dominique Besnéard, qui est arrivé avec ses propres chouchous. Naturellement, alors il y avait les Enfants du Paradis, mais ça, on était tous d'accord sur le titre des Enfants du Paradis. Et il y a eu également Échec au porteur, qui était un vrai choix de Dominique, et ce qui m'a rempli de joie, parce que Échec au porteur, dans les films de Gilles Grangier, est certainement un de mes favoris. Parce que pour moi, c'est cette espèce de passion que Gilles Grangier a pour la modernité de cette époque, cette après-guerre, avec sa fierté d'être français à ce moment-là, avec les barres d'immeubles, tous les enfants sont en jean, vous avez la police a les moyens les plus extraordinaires qui existent, des téléphones portables, un fichier d'empreintes incroyable. Paul Meurice est dans un des rôles les plus formidables pour moi qu'il a joué. Et vous avez aussi cette description de l'hôpital. L'hôpital est un endroit parfait de nos jours. Je ne suis pas sûre qu'un metteur en scène mettrait autant de méticulosité dans la description d'un hôpital. Tout est tout est fait pour montrer cette France qui se reconstruit. En plus, il y a le parallèle qui est très amusant sur Échec au porteur, qui est Ascenseur pour échafaud. Vous avez même année, même actrice, Jeanne Moreau, exactement, et vous avez la fin du cinéma, disons, plus classique, et vous avez de très net la nouvelle vague qui commence avec Ascenseur pour échafaud. Donc, ce film, pour moi, j'étais très, très, très heureuse lorsque Dominique a décidé de l'ajouter à la liste. Pour moi, il est beaucoup plus qu'un artisan. C'est quelqu'un qui est très passionné par son époque, comme je vous le disais pour Échec au porteur, et c'est quelqu'un qui aime le côté très populaire de la France et qui va très, 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 très loin dans sa description d'un personnage ou d'un milieu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné chez Gilles Grangier. Un de mes films aussi favoris de Gilles Grangier qui n'est pas présenté cette année à Angoulême, c'est 125 rue Montmartre. Vous avez, je vois que nous sommes d'accord, vous et moi. Et la manière dont il rentre dans ce milieu de la presse est quelque chose je vous dis, moi, je suis une grande, grande admiratrice de Gilles Granger. Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que c'est une adaptation d'un livre de Georges Simenon. Il faut savoir que Georges Simenon a vécu pendant très, très longtemps à La Rochelle, si je ne vous dis pas de bêtises, et que sans doute Gilles Grangier a été celui qui a le mieux recréé le monde de Simenon dans ce film-là. Le sang à la tête, c'est un film avec des extérieurs extraordinaires, avec un personnage de Jean Gabin incroyable, avec des dialogues d'Audiard qui sont hors normes. Voilà. À chaque fois que je vois le sang, je pleure, enfin je ris vraiment d'une manière extraordinairement forte. Il y en a une que j'ai une très mauvaise mémoire, mais il y avait une phrase dans Le sang à la tête que j'adorais, c'est « Vous ne connaissez pas Titine Baba, si les sulfides n'existent
c'est pas l'ensemble de la Charente aurait été non pas intoxiqué, aurait eu enfin, il y a des comme ça des citations qui sont formidables de Michel Audiard dans Le sang à la tête. Ce qui est intéressant dans les deux René Clair, c'est que vous avez le premier film de René Clair, Paris qui dort, et le premier film quand il rentre des États-Unis, qui est le Silence et d'or. Et les deux films couvrent vraiment d'une manière assez forte la carrière de René Clair. Alors, sur Paris qui dort, moi j'ai deux anecdotes, enfin deux anecdotes. Je n'ai pas connu malheureusement René Clair et donc ce ne sont pas vraiment des anecdotes. C'est que René Clair, quand il tourne Paris qui dort, c'est son premier film, il n'a pas un rond. Paris qui dort, c'est tout à fait cette période totalement surréaliste, dadaïste de Paris, et le film est complètement dans cet esprit-là. Et il tourne ce film, il n'arrive pas véritablement, il arrive pas véritablement à le monter dans sa version française. Les distributeurs ne sont pas très intéressés par le film. Et finalement, c'est la version anglaise qui a été montée d'une manière complète par René Clair. Et la différence entre les deux versions, c'est que dans la version anglaise, il n'y a vraiment pas une voiture qui passe, il n'y a pas une personne qui marche, alors que dans le montage que l'on a de la version française, qui n'est pas donc fini de monter par René Clair, vous voyez des voitures, vous voyez des passants, et cette version anglaise, qui est absolument magnifique, est la version qu'on a que l'on a restaurée. Et entre-temps, il fait Entr'acte. Alors, Entr'acte, c'est un film, ça j'ai vraiment regretté qui ne soit pas sélectionné, parce que c'est un film fou. Et vous voyez Entr'acte et vous commencez à rire à la première image et vous terminez de rire à la dernière image. C'est un film complètement dadaïste avec... Naturellement, il y a Éric Satie qui passe, il y a Calder, enfin, vous avez absolument tout. L'ensemble des artistes de cette époque passe dans le film. Donc, Paris qui dort, ma deuxième anecdote, c'est que René Clair, quand il tourne Paris qui dort, tombe amoureux de la Tour Eiffel, mais totalement amoureux de la Tour Eiffel, et vous le voyez très bien dans les plans de la Tour Eiffel et les plans de Paris vu de la Tour Eiffel, à tel point que le film qui fera après, le film qui suivra s'appelle La Tour, et c'est un hommage complet à la Tour Eiffel, et c'est un magnifique film. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'Alain Delon est producteur. Et vous savez qu'à une période de son existence, Alain Delon a produit ses films. Et c'est intéressant de voir la liste des films que Alain Delon a produits, parce que c'est toujours des films qui sont dans un certain axe, dans un certain... c'est un polar noir et c'est très dans la suite des différents films qu'a produit Alain Delon. Mais on est toujours dans ces polars avec ce personnage solitaire, avec ce personnage. On retrouve tout à fait, même si c'est le personnage du samouraï, on retrouve le personnage de Big Guns, même si ce n'est pas du tout la même histoire, mais toujours ce personnage solitaire. Banzai, c'est la grande période de Coluche, l'enfoiré, de Coluche faisant rire les foules, de Coqueluche de son public. Et dans ce film, personnellement, je trouve que ça a un avant-goût de OSS 117. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où tout ce qui est incorrect politiquement fonctionne ou ne fonctionne pas à l'intérieur du film. Et plus c'est gros, plus Coluche est bon. Donc, c'est vraiment un film. Quand vous l'entendez, vous allez vous dire non, mais c'est pas vrai, ils n'ont pas dit ça, c'est pas vrai, ils n'ont pas été jusque-là. Eh bien, si. Et sans complexe. Alors, c'est une période de Coluche qui est une période qui est compliquée dans son existence. Il est en train de divorcer, il a
plus d'argent et il demande à Claude Berry de tourner un maximum de films de manière à de se renflouer financièrement. Et Banzai fait partie de ces 4 films qui tournent en, je crois, 2 ans, quelque chose comme ça. Il tourne 4 films en 2 ans. Alors maintenant, on va passer à Ciao Pantin. Et là, une émotion sans nom m'envahit. Ciao Pantin, pour moi, est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre total. Mais vraiment, vraiment, je trouve que la tendresse, l'humanité de Coluche dans ce film, la beauté de l'image de Bruno Nuiten est quelque chose qui est absolument hors norme. Si je dois, si je dois citer un film, ça sera celui-là, dans la filmographie de Claude Berry et dans la filmographie de Coluche également. C'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre total et il ne faut jamais oublier Bruno Nuiten parce que c'est lui qui donne cette lumière incroyable à toutes ces scènes de nuit. Il ne faut pas oublier aussi que Troner est le décorateur. C'est un des derniers films enfin, il y a encore quelques autres films, mais enfin, ça fait partie de la dernière période de Troner. Et on a la chance à la Fondation d'avoir les maquettes de Troner pour ce film et le dessin du bar, le dessin de l'appartement sont des chefs-d'œuvre absolument totaux. Et vous avez toujours la même tendresse, tristesse et nostalgie quand vous voyez ce film. Si on voit le script que Jean-Jacques Hano a envoyé à Claude Berry, vous vous dites le synopsis, disons, un petit ours, un grand ours et des tueurs. C'est à peu près, je vous fais un résumé du synopsis que Jean-Jacques avait envoyé à Claude Berry. Alors, ce qui est très intéressant dans l'ours, en dehors du succès et de l'histoire, c'est que c'est la première collaboration entre Jean-Jacques Hano, Claude Berry et Jérôme Sédou, puisque Jérôme Sédou venait de racheter Rennes, qui est le producteur du film, et c'est leur première collaboration, et pendant les 20 ans qui suivront, il y en aura d'innombrables autres. Alors, l'ours a eu un succès absolument invraisemblable. Je crois qu'il y a eu plus de 9 millions d'entrées France, plus 8 millions d'entrées aux États-Unis. Et si je ne vous dis pas de bêtises, la première fois que TF1 a passé le film, il y a eu 7, 17, voilà, exactement, millions d'entrées. Et c'est quelque chose où les générations, les unes après les autres, parce que c'est un film qui a maintenant plus de 30 ans, voient ce film et ont la même peur pour ce petit ours, ont les mêmes émotions. Ils regardent, moi je l'ai montré à mes petits-enfants il n'y a pas très longtemps, et la nature, la beauté de la nature est quelque chose qui les frappe. Donc c'est un film qui a traversé le temps d'une manière parfaite. Alors moi, j'ai eu la chance d'être sur le tournage de la Reine Margot. Et bon, j'ai un respect et une grande adoration pour Patrice Chéreau. Et l'investissement personnel qu'il a mis dans ce film est une chose qu'il faut absolument, qu'il faut vraiment noter. Alors, le point qui est assez intéressant dans La Reine Margot, c'est que plutôt que de s'attacher au personnage de Marguerite de Valois, tout le film est centré sur les guerres de religion et avec des scènes qui sont comme des tableaux. Chaque scène est un tableau qui vous rappelle un tableau que vous connaissez du Louvre. Mais surtout, la violence des guerres de religion est quelque chose qui a beaucoup frappé Patrice Chéreau, mais surtout lui a refait vivre ce qu'il vivait à cette époque-là, avec la guerre en Yougoslavie, un grand nombre d'événements très traumatiques qui se sont passés pendant qu'il tournait La Reine Margot. Pour moi, Isabelle Adjani est plus belle que jamais. Elle est entourée de l'ensemble des acteurs, l'ensemble des costumes, l'ensemble. On peut en parler pendant des heures. Hein. C'est vraiment un film qui est admirable.
L'humour d'Alain Chabat est quelque chose qui me ravit. Je pense que je peux regarder en boucle Didier, je peux regarder en boucle Astérix et Cléopâtre, et je peux regarder également le Marsupilami en boucle. Il a un humour qui correspond totalement à mon époque, à ce en quoi je crois. Et dans l'exposition à Angoulême, il y a un extrait du Marsupilami qui est montré sur les écrans à l'espace Franquin. Et cet extrait, je l'ai peut-être vu 1000 fois dans mon existence. La musique commence et je me roule par terre de rire. Et je vous jure que c'est vrai. Lorsque Lambert Wilson chante Céline Dion, c'est un miracle. C'est un miracle. Et dans mes équipes ici à la Fondation, quand on a été pour accrocher l'ensemble de l'exposition et qu'ils ont commencé, j'ai commencé naturellement à rire comme une folle de voir 12 fois Lambert Wilson en Céline Dion tout autour de moi. C'était quand même un miracle, c'était un cadeau du ciel ce qu'ils étaient en train de me faire. Et au bout d'un moment, il y a une de mes collaboratrices qui a dit mais vous en avez pas marre? Et je dis mais comment peut-on même une fois en avoir marre? C'est d'une légèreté, c'est merveilleux comme film. Vous metteriez Jérôme Sédou sur le sujet, il vous dirait que ça n'a pas du tout été un événement, un film de surprise. Ça a été vraiment Antonin Baudry et Jérôme Sédou ont formé une équipe extraordinaire. Moi, je crois qu'Antonin Baudry est un très grand metteur en scène, et même si c'est son premier film, je crois que c'est un très grand metteur en scène. Il a pendant 2 ans parcouru le monde dans des sous-marins avec des officiers spécialisés dans le son. Et son film, sur le plan de l'image et du son, est tout à fait exceptionnel. Et vraiment, il a une croyance et il vous fait partager des émotions exceptionnelles, Antonin Baudry, quand il présente son film. Et en plus, dans ce film, François Civil tient un des rôles principaux. Et comme vous le savez, François Civil, à l'heure actuelle, est certainement l'acteur favori des jeunes générations. Il est de très très loin le chouchou de ces demoiselles et de ces jeunes gens. Omar Sy est une vedette internationale, Mathieu Kassovitz n'en parlons pas, mais François Civil qui tient un des rôles titres, et sans doute c'est sûrement ce film qui l'a mis en lumière d'une manière forte. Les enfants du paradis, c'est une histoire extraordinaire. On pourrait en parler pendant des heures. Je vais essayer quand même de ne pas être trop longue sur les enfants du paradis. Pleine guerre, 4 personnes, dont 2 israélites, 2 juifs, que ce soit Cosma ou que ce soit Troner. Un film avec des moyens absolument exceptionnels. Personne ne comprend comment ils sont arrivés à aller jusqu'au bout. C'est un budget absolument incroyable. Je vais vous donner un exemple. Dans Les Enfants du Paradis, à un moment donné, dans la loge d'Arletty, vous avez un immense bouquet de fleurs. Et ces fleurs, en pleine guerre, devaient être changées tous les jours. On a les comptes des Enfants du Paradis à une où on a le décompte de chaque centime dépensé pendant l'ensemble du tournage. Et ce bouquet de fleurs était un des éléments le plus important de la journée. C'est pour vous dire à quel point c'était. Bon, Arletty, c'est le romantisme le plus total. Arletty est sans doute dans son plus grand rôle. Jean-Louis Barrault est tout à fait extraordinaire. Enfin, il n'y a pas un personnage que vous pouvez voir et qui n'a pas donné le meilleur de ce film à l'intérieur de ce film. Ce qu'il y a de tout à fait, encore à l'heure actuelle, je me pose toujours cette question, quand Les Enfants du Paradis sortent en 1945, ce film est considéré comme la libération, comme le symbole de la liberté, comme le symbole du renouveau de la France. Alors que quand vous regardez
les conditions dans lesquelles le film a été tourné, vous êtes dans deux mondes tout à fait différents. Et c'est extraordinaire que ce film ait passé la censure allemande et pu sortir dans l'état dans lequel il était. Chaque détail des Enfants du Paradis a été réfléchi pendant un grand nombre d'heures. Pour les costumes d'Arletty, c'est Jeanne Lanvin qui a fait les costumes d'Arletty. Il lui restait des stocks de tissus et elle s'est servie de ces stocks de tissus de l'avant-guerre pour pouvoir créer les costumes d'Arletty. Tout, ils avaient la chance avec eux. Tout ce qu'ils ont entrepris a réussi et le film est naturellement une merveille. Ce symbole de liberté, bien que moi, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a énormément frappé dans ce film. Et je pense le niveau tous les détails. C'est un grand film romantique français. C'est sans doute un des plus grands films romantiques français, l'amour de cet homme et de cette femme. C'est aussi un Paris, une vision d'un Paris qui n'existe plus, un Paris du 19e siècle, le Paris des grands boulevards. J'y pense parce qu'il y a un film dont on n'a pas parlé qui est présenté, qui est Le silence est dehors de René Clair. Et là aussi, on est devant un Paris, j'allais dire rêvé, fantasmé, que sans doute les gens voudraient revoir. Vous voyez, et peut-être je fais le parallèle entre ces deux films, parce que ces deux films sur une vision de Paris qui n'existait plus à cette époque-là. C'était un défi extraordinaire de faire cette exposition parce qu'on a eu 2 mois et demi, pas tout à fait 3 mois pour la faire. Et Dominique Besnéard et Marie-France Brière nous ont dit on voudrait faire une grande rétrospective pâtée. D'accord, 3 mois pour organiser une exposition. Je peux vous assurer que c'est pas si facile que ça. Et puis, j'en parlais avec Jérôme Sédou et il m'a dit, de toute manière, tu ne vas pas faire une rétrospective, c'est ennuyeux, modernité et dynamisme. Je dis très bien, modernité et dynamisme. OK, on réfléchit. Et sur le train de retour d'Angoulême, on a eu cette idée du pâté toujours. C'est-à-dire qu'à travers tous les films qu'on vient d'évoquer dans notre conversation, on a évoqué Pâté nous a fait rêver, Pâté nous a fait rire, Pâté nous a fait pleurer, Pâté nous a fait danser, Pâté nous a fait vibrer. Toutes les émotions que vous avez au cinéma, on pouvait les retrouver à travers l'exposition. Et c'est comme ça, c'est par là qu'on est parti, en disant on peut mélanger des films, on peut mélanger des photos, on peut mélanger l'évocation des films, mais c'est toujours sur l'un de ces thèmes-là, rire, pleurer, danser, trembler. Et c'est comme ça qu'on a organisé cette exposition.